Bonsoir. Donc je suis architecte, je suis basé à Grenoble. Je suis membre aussi d'un réseau qui s'appelle EcoBâtir, dont je parlerai encore un petit peu tout à l'heure. Je suis membre de VAD aussi, qui est l'association Rhône-Alpes, on va dire, des questions qui touchent sur la ville et l'aménagement durable, puis c'est le nom de l'association. Voilà. Alors je vais essayer de vous parler des matériaux biosourcés. Je ne sais pas si ce sera vraiment la vraie nature. Je suis pas certain d'avoir la vérité absolue, mais voilà, on pourra en discuter. Donc d'abord, on va commencer par parler d'éco-bilan, d'énergie grise, enfin comment est-ce que l'énergie a un lien avec les matériaux de construction, en quoi c'est intéressant ensuite pour le sujet des matériaux dits biosourcés, ou plus tardivement de ce que je vais présenter à la fin, qu'on appelle justement dans le réseau EcoBâtir l'intensité sociale. Donc l'énergie, au sens vraiment très large du terme. La première chose, c'est quand même de rappeler que ces questions d'énergie, en fait, elles sont pas si vieilles que ça, mais qu'il y a quand même une accélération assez fulgurante sur la prise en compte de ces questions-là, puisqu'en fait, les débuts de questions d'énergie ou de passif, etc., c'est le Passive House Institute, qui commence en 88, donc ça commence à dater un petit peu. 10 ans après apparaît le label Minergie en France, donc il se passe 10 ans. En 2006, Minergie en Suisse, pardon. En 2006, Finergie en France. Et puis, en plus, on a, à partir de 2005, avec la réglementation thermique 2005, commencé à avoir les étiquettes énergie des bâtiments, qu'on voit maintenant chez tous les vendeurs ou promoteurs immobiliers. Donc qui font que c'est devenu assez courant pour tout le monde de pouvoir évaluer combien il y a de kilowattheures par mètre carré dans un logement. Donc on voit qu'effectivement il y a une accélération et que cette question-là qui était il y a encore 5-6 ans assez ignorée, est maintenant affichée dans toutes les vitrines des rues de la plupart des villes de France. Voilà. Alors ensuite, donc ça parle de l'énergie d'usage, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour avoir une ambiance confortable dans un logement, pour le chauffer ou pour le rafraîchir. Donc là, c'est bien sûr ce qui est l'impact environnemental le plus important. Puisqu'on va parler surtout de matériaux biosourcés, on va parler de construction. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire un bâtiment performant? Et puis ensuite, pour utiliser des matériaux qui eux-mêmes sont performants. C'est-à-dire des matériaux qui ont utilisé peu d'énergie, peu de processus de transformation pour arriver à un bilan global d'énergie qui soit intéressant. Donc l'outil pour mesurer ça s'appelle l'analyse de cycle de vie. Le principe est assez simple, c'est simplement d'imaginer quelles sont les différentes étapes entre la matière première et puis la mise à disposition du matériau sur le chantier pour sa mise en œuvre. Alors après, suivant les matériaux, justement, les cycles vont être très complexes ou très simples. Puisqu'en fait, on a aussi dans une analyse de cycle de vie, si on part par exemple ici de l'extraction de matière première, ensuite la production, les transports, la mise en œuvre, la vie en œuvre et la fin de vie. Ça, c'est les 5 grandes étapes qu'on va retrouver. Donc, mise en œuvre pour un bâtiment, puis fin de vie, c'est le recyclage, le démontage, la déconstruction d'un bâtiment. Ces étapes-là, entre autres celles de la production, elles peuvent être multiples. En plus, dans les intrants, on part rarement d'une seule matière première pour arriver à un produit. On va souvent avoir des mélanges de matières premières, d'où tous les petits cycles que vous voyez qui viennent se connecter au cycle qui nous intéresse. On va avoir des matières premières qui sont brutes, on va avoir des matières premières de deuxième transformation qui vont être intégrées dans un cycle de production, et tout ça pour arriver à la fin à un matériau qui puisse se mettre en œuvre. On va avoir des transports aussi qui peuvent être plus ou moins importants. Voilà, donc là c'est le principe de base, où on verra que tout ça, ça peut se quantifier, ça peut s'analyser de manière très complexe, mais ça peut aussi s'appréhender avec une espèce de bon sens, bon, quoi, bien que ce terme soit toujours assez galvaudé, mais enfin avec une espèce d'évidence où le circuit est en cours, parce qu'on a peu de matières premières, peu de transformation et peu de transport, on sait que ça va marcher assez bien. Un matériau pour lequel on va avoir du mal à imaginer quelles sont les matières premières, pour lequel il est à peu près impossible de connaître la provenance, on peut imaginer que le cycle de production est complexe, que justement il y a des sous-cycles, des intersections, etc. Donc tout ça pour vous amener progressivement à la question des biosourcés ou des matériaux à base végétale ou au moins de matières premières dites naturelles. Voilà. Alors après aussi, pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps d'énergie ? Que ce soit l'énergie d'usage ou l'énergie grise, parce que l'énergie, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que quand on va consommer de l'énergie, on va avoir des impacts sur tous les autres
facteur de problèmes environnementaux. Hein. Si on réduit l'énergie, bon, l'énergie grise en particulier, on va réduire l'épuisement des ressources renouvelables, puisque la plupart des énergies non renouvelables, en tout cas, sont des ressources rares. On va réduire la pollution des eaux, puisque la plupart des pollutions, elles sont dues à la consommation d'énergie. On va aussi avoir des impacts sur la fertilité des sols. La plupart des pesticides sont aussi des dérivés pétroliers, donc de l'énergie. En plus, il faut de l'énergie pour les utiliser. Les déchets sont aussi liés à l'énergie, puisqu'il a fallu produire des produits quelconques, les transformer, les recycler. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur les déchets. La pollution de l'air, ben oui, bien sûr, quand on brûle l'énergie, on émet des fumées, des chaleurs, des émissions qui peuvent être toxiques, etc. Donc en fait, l'énergie, c'est pas le seul indicateur d'une analyse de cycle de vie. Il peut y en avoir jusqu'à une centaine. Dans les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, les FDES, il y en a 14, si je ne me trompe pas, de mémoire. Mais l'énergie est le plus emblématique. C'est-à-dire que si on a un fort impact en énergie, on est à peu près sûr que les impacts environnementaux globaux sont importants. Donc voilà, ça veut pas dire que les autres sont pas importants, mais s'il y en a un à mesurer, c'est bien celui-ci. Voilà. Alors là, c'est un petit exemple justement de l'évolution de la construction et puis de ces deux énergies. Donc l'énergie grise qui est en gris et puis l'énergie d'usage qui est en jaune. Donc là, on voit une construction, on va dire, traditionnelle, donc pré-industrielle, où on voit qu'il y a une énergie grise qui est assez faible, une énergie d'usage qui est moyenne. Et puis ici, on a une construction conventionnelle du milieu du XXe siècle, où on voit que l'énergie d'usage est plutôt plus importante que sur un bâti pré-industriel. Il y a le Lâche qui est à l'ENTPE ici, enfin tout près, à Vaux-en-Velin, qui a beaucoup travaillé là-dessus avec un programme qui s'appelle Battant, qui veut dire c'est sur le bâti ancien, qui a justement permis de comparer, quand ces premiers diagnostics de performance énergétique sont apparus, ce qui se passait sur le bâti ancien. C'est-à-dire qu'au début, on avait comme critère pour faire un diagnostic de performance énergétique uniquement le coefficient lambda d'isolation des murs. Et puis des tas de gens se sont retrouvés avec des diagnostiqueurs qui arrivaient, qui leur disaient que leur bâtiment devait consommer 300 ou 350 kWh par mètre carré par an. Et en fait, avec au vu de leur facture d'énergie, parfois depuis 5 ans, 10 ans, ils voyaient bien que c'était pas du tout ça qui se passait. Donc le Lâche s'est intéressé à la question avec le CT de l'Est, si je me trompe pas, etc. Enfin, tout un groupement pour s'intéresser de plus près au bâti ancien et pour voir que bon, je caricature un petit peu, mais en fait, on a atteint une performance équivalente avec la RT 2000. C'est-à-dire que tout ce qui s'est construit entre les années 50 et le début des années 2000 était plutôt plus mauvais que le bâti pré-industriel. Donc ça, c'est aussi une chose intéressante. C'est quand même de savoir justement qu'on n'est pas dans une espèce de vision d'un progrès qui va toujours de manière linéaire vers une amélioration parfaite. On a quand même une espèce de gros soubresaut qui s'appelle le XXe siècle, qui oublie les cultures constructives, qui oublie les matériaux traditionnels, qui dit qu'il va résoudre tous les problèmes en remettant tout à zéro, mais en fait en créant quand même les gros problèmes environnementaux qu'on sait, et puis en particulier sur la construction, par cette espèce d'absence totale de prise en compte peut-être des circuits courts et des cultures constructives locales. Voilà, donc on voit que le bâti pré-industriel a une énergie grise très faible, puisque justement c'est des matériaux de cueillette, comme disent certains, ou des matériaux locaux, parce qu'il y a des transports qui sont pas importants, parce qu'il y a très peu de transformation, donc une énergie grise très faible, et puis après une énergie d'usage correcte, moyenne. Des années 50 à 70, on a une énergie grise importante, puisqu'on est plutôt sur des processus plus complexes, avec des transports plus importants, avec surtout du béton armé, où bon, c'est pas énorme, hein, le béton c'est pas le pire des matériaux, on pourra le voir tout à l'heure, mais il y a quand même de l'acier, il y a du ciment qui demande de l'énergie pour être fabriqué, donc une énergie grise qui augmente, et puis une énergie d'usage qui est plutôt moins bonne, puisqu'on va construire des parois plus faibles, avec des échanges hygrothermiques qui sont moins performants, donc on arrive à un pic qui conduit ensuite aux réglementations thermiques. Alors après, on saute des étapes pour aller assez vite aux réglementations thermiques actuelles, qui sont plutôt de niveau BBC, qui équivaut à la réglementation thermique 2012, qui fait qu'effectivement, on va baisser beaucoup l'énergie d'usage, mais on va augmenter énormément l'énergie grise, puisqu'on va mettre des isolants, quels que soient les isolants conventionnels, des polystyrènes par exemple, c'est double peine, puisque le polystyrène c'est du pétrole, qui est transformé, donc il faut de l'énergie comme matière première, puis de l'énergie pour le fabriquer.
tous les processus de transport, de transformation vont utiliser de l'énergie, donc ils vont avoir un contenu énergie grise assez élevé, même plutôt très élevé, plus que du béton par exemple. De la laine de verre c'est à peu près pareil, de la laine de roche, etc. Donc on a des bâtiments performants, une énergie grise qui est forte. Et donc justement la question qu'on peut se poser, c'est si on ne regarde que l'énergie d'usage pour arriver à des bâtiments à énergie positive, sans prendre en compte l'énergie grise, on va arriver à un stade où finalement on est meilleur en énergie d'usage, puisqu'on est presque à zéro, mais peut-être qu'en énergie grise, on est très important. Enfin, si on prend des bâtiments avec, je sais pas, une isolation de 50 cm de polystyrène, par exemple, avec des fenêtres en PVC, qui aussi sont des dérivés pétroliers, vont faire qu'on va arriver à un bâtiment qui consomme pas d'énergie pour être utilisé, mais qui en a consommé énormément pour être fabriqué, et donc un bilan global qui est pas bon. Donc on voit que pour que cette courbe continue à s'infléchir, on est obligé de s'intéresser à l'énergie grise. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'intéresser au choix des matériaux et puis au calcul de l'impact environnemental global des processus de transformation, de mise à disposition et de mise en œuvre. Voilà, alors là c'est un exemple appliqué pour un cas de figure simple, c'est de dire voilà, si on doit franchir une portée avec une poutre, une portée simple, 4 mètres environ, là ici on a les valeurs en énergie grise et puis en équivalent CO2 qui est l'autre indicateur, enfin le deuxième indicateur très important dans les analyses de cycle de vie, qui va donner un indice sur le changement climatique. Donc là on voit ces deux indicateurs qui sont calculés pour 1 mètre linéaire de poutre. Donc si on doit franchir une portée facile, habituelle, et qu'on va prendre une poutre qui fait 1 mètre, si on l'utilise en acier, on va avoir 1092 mégajoules. Bon là je passe de kilowatts en mégajoules, mais ça se divise par 3,6 si vous voulez faire la conversion. Donc ça fait 300 kWh en gros par mètre linéaire de poutre en acier. Si on prend une poutre en béton armé, 348, ou en gros 100 kWh, on divise par 3. Si on prend une poutre en bois lamelé collé, 187, oui, on divise par 2. Si on prend une poutre en bois massif, 95. Et si on prend une poutre en bois local, 45. Donc chaque fois une division de 2 en 2 en énergie grise. Là, pour la petite histoire, il y a justement une fiche de déclaration environnementale et sanitaire qui est en train de se faire sur le bois Rhône-Alpes, qui est financé par la région Rhône-Alpes avec Fibra, pour l'ensemble des applications courantes, ossature, charpente, etc., qui est en train d'être calculée de manière très précise pour qu'on ait des valeurs aussi du bois rhône-alpin. Voilà. Mais donc on voit que pour le même service structurel rendu, on peut avoir 1092 mégajoules ou on peut avoir 45 mégajoules. Donc en rapport de 1 à 20 pour le même service. Forcément que si on veut avoir 20 mètres de portée, ça va être plus difficile de le faire en bois massif local. Mais pour faire une portée classique, c'est pas forcément toujours très utile de choisir le matériau le plus performant, mais aussi le plus énergivore. Donc l'énergie grise, c'est aussi ça, c'est que ça permet de savoir quel va être le bon matériau au bon endroit. Bon, après, si on regarde pour l'équivalent CO2, on voit que la progression est à peu près la même, en sachant que quand on arrive aux matériaux végétaux, on a un bilan carbone qui est négatif, puisque les matériaux pour les végétaux, pour leur biosynthèse, vont absorber du CO2 et rejeter de l'oxygène, donc ils vont avoir un effet stock ou puits de carbone qui fait que le bilan va être négatif. Donc ça, c'est aussi une des raisons qui peut expliquer le fameux label biosourcé, c'est que les végétaux stockant du CO2, ils ont un impact très positif sur le changement climatique et sur les accords de Kyoto, etc. Voilà. Alors après, bon, tout ça étant dit, ça c'est les bases de principes, d'hypothèses et scientifiques. Après, on va poser des hypothèses qui sont pas forcément les mêmes. Donc là, on a fait un travail avec le CIE de l'Isère et puis Créabois, qui est l'interprofessionnel du bois en Isère, avec un comparatif sur différents bâtiments. Donc tous les dessins que je vous montre là, ils sont issus de ça. Bon, c'était avec Créabois, donc quand même avec une idée de mettre en valeur les constructions en bois, où on a pris certaines hypothèses qui changent un petit peu les conclusions qu'on peut trouver habituellement dans des publications plus officielles, par exemple avec le CSTB. On a impliqué le CSTB quand même dans ce travail, hein. Et ce qui est important, c'est qu'en fait de comprendre que suivant les hypothèses qu'on va prendre pour interpréter des calculs d'analyse de cycle de vie, on va avoir des conclusions qui peuvent être très différentes. Donc nous, par ces hypothèses-là, vous verrez qu'on va montrer qu'il y a des bons et il y a des mauvais matériaux. Généralement, il est de bon ton de dire qu'il n'y a pas de mauvais matériaux.
on va voir que du point de vue de l'énergie grise, oui, il y a des matériaux qui sont meilleurs que d'autres, indiscutablement. Donc pour pouvoir dire ça, les hypothèses à poser sont déjà de se poser la question du cycle de vie, c'est-à-dire est-ce qu'on inclut ou non le recyclage. Vous avez vu, il y a l'extraction, la production, les transports, la mise en œuvre. Est-ce que le recyclage est inclus ou pas? Pour des matériaux à base végétale, bien sûr que le recyclage, il va être très intéressant, puisque dans le pire des cas, c'est une énergie valorisable, mais dans le meilleur des cas, c'est réutilisable. On a peu d'impact négatif. Et ensuite, le gros paquet central, il se situe là. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'énergie primaire ou d'énergie finale? Vous connaissez la question, puisque c'est la même en énergie d'usage. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend du gasoil, on va avoir une énergie finale qui est avec un facteur 1, qui est la même que l'énergie primaire. Si on prend de l'électricité, on a réglementairement un facteur de 2,58, c'est-à-dire que pour 1 kWh d'énergie finale en électricité, on prend en énergie primaire 2,58 kWh. Là aussi, il y a des débats sur ça, si c'est le bon ou le mauvais coefficient. Mais enfin, voilà. Donc, et si on va prendre du bois, on va avoir 0,6 kWh d'énergie finale pour d'énergie primaire pour 1 kWh d'énergie finale. Donc, c'est des questions qui sont basées sur des hypothèses scientifiques, mais qui sont des conventions aussi relativement politiques pour inciter ou non à utiliser telle énergie. Donc la question de l'énergie primaire, elle est importante parce qu'effectivement, si on a un processus qui fonctionne, par exemple thermique, à base de bois ou à base d'électricité, si on a un facteur 2,6 pénalisant pour l'électricité ou de 0,6 avantageux pour le bois, forcément que le cycle de production du site de fabrication du lieu va avoir avantage à utiliser du bois pour faire de la chaleur plutôt que de l'électricité pour faire de la chaleur. Donc voilà, première hypothèse très importante. La deuxième hypothèse importante, c'est de savoir si on calcule le total de l'énergie qui est intégrée dans un matériau ou si on calcule que l'énergie non renouvelable. Là aussi, par exemple, je reviens au bois, dans les F2S du bois, quand vous prenez l'énergie globale, l'énergie solaire qui est intégrée dans le bois, puisque le bois a été absorbé de l'énergie, enfin ce qu'on appelle aussi l'énergie matière, est intégrée dans le calcul. Donc si on va calculer mais c'est de l'énergie renouvelable. Si on prend en compte que l'énergie non renouvelable, là aussi on va avoir des distinctions assez fortes entre certains processus. Et donc voilà, la question c'est de savoir aussi, c'est ce qu'on appelle énergie procédée ou énergie matière. Dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure du polystyrène, il y a de l'énergie matière, genre le pétrole qu'il faut avoir comme matière première pour faire du polystyrène. Et puis, il y a l'énergie procédée, qui est l'énergie qu'il faut pour transformer ce pétrole en polystyrène, ou cet arbre en planche ou en poutre. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'énergie incorporée dans le matériau ou intrinsèque au matériau, si on la calcule ou pas, ça va changer pas mal de choses. Et puis pour les matériaux biosourcés, cette énergie matière, c'est de l'énergie solaire, donc l'énergie renouvelable. Donc si on ne calcule que l'énergie non renouvelable, ça va bien sûr avantager ces matériaux ou les désavantager. Voilà. Ensuite, l'autre question importante. Donc ça, c'est en posant ces hypothèses-là qu'on va avoir des bilans globaux sur des bâtiments qui vont donner des résultats très différents. Ensuite, des choux et des carottes, c'est-à-dire est-ce qu'on répond bien au même service, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la poutre, si on doit franchir une portée de 4 mètres, on peut comparer de l'acier à du bois massif. Si c'est pour faire 25 mètres, on ne va pas pouvoir les comparer, donc c'est pas le même service. Et ensuite, un autre indicateur très important qui est celui de la durée de vie, c'est-à-dire que là aussi, dans les fiches de déclaration environnementale sanitaire, vous avez quelque part une petite note qui dit DVT, ça veut dire durée de vie typique. Donc on va diviser la valeur globale qu'il a fallu pour mettre à disposition un matériau par sa durée de vie. Là aussi, dans les exemples que je vais vous montrer, on n'a pas intégré cette durée de vie, on a intégré uniquement la question de l'énergie à la livraison du matériau, puisque, à notre avis, la durée de vie, c'est quelque chose qui va être très difficile à estimer pour un matériau qui n'est pas pris en compte en tant que système et pris en compte pour les spécificités d'un bâtiment. Un exemple simple, on vient de terminer une école où on a une ventilation double flux, mais on a aussi une ventilation naturelle. Donc ça veut dire qu'en gros, la ventilation double flux, elle est utilisée que pendant les 4 mois d'hiver dans l'année, mais pendant 8 mois, on utilise la ventilation naturelle. Donc le fait d'utiliser cette ventilation double flux qu'un tiers du temps, on multiplie par 3 sa durée de vie estimée. Et c'est pas un choix du fabricant, c'est un choix de conception.
Voilà. Et si je vais après dans les matériaux, la question de la mise en œuvre va être très importante. Si on a un matériau qui a été correctement mis en œuvre, un isolant, par exemple, l'isolant sur comble, vous imaginez bien le cas. Il y a des cas où effectivement on va trouver un isolant qui est en très bon état après 20 ans, d'autres parce qu'il a pris la pluie et puis des sarabandes de pigeons, etc., qui va être dans un état déplorable après 5 ans. Donc voilà. Donc la question de la durée de vie, elle peut pas être énoncée comme telle par le fabricant d'un produit. Elle est trop liée à des choix de conception, des qualités de mise en œuvre et même des conditions d'usage. Donc c'est pour ça que si on prend là aussi des valeurs totales à la livraison, on va voir qu'on a des résultats assez différents. Bon, ça, en plus, c'est un peu flou, donc je vais passer assez vite parce que je pense que c'est assez pénible comme image. Vous la trouvez sur le site du CAUE de l'Isère. Vous pouvez télécharger ce document en PDF. Alors, on peut préciser que la présentation sera mise en ligne sur le site des 5AC de l'éco-construction en version sonorisée, donc vous pourrez voir les illustrations à tête reposée chez vous, et puis vous pourrez entendre à la fois les présentations et les échanges, puisque nous avons Jérôme qui nous sonorise l'ensemble de l'atelier. Bon, le but de ce schéma, c'est en fait de montrer que, voilà, ici on a un mur, ici on a une couverture, enfin une enveloppe si on veut. Donc, comment est-ce qu'on calcule l'énergie grise d'un bâtiment? Finalement, ça se résume à ça. On va calculer lister les différentes couches qui constituent l'enveloppe, lister les différentes couches qui constituent la couverture, et puis ensuite mettre des valeurs. Donc en soi, c'est quelque chose. Enfin, si on fait un métré d'un bâtiment, on fait de toute façon cette liste, elle existe. Au lieu de la convertir en euros, on va la convertir en mégajoules ou en kilowattheures. Mais donc en soi, faire un bilan d'énergie grise d'un bâtiment pour une équipe de conception ou une entreprise, c'est quelque chose d'assez simple. Bon, voilà, donc je passe, parce que c'est pas tellement visible. Là, ici, c'est des exemples dans plusieurs bâtiments où vous avez en gris la valeur en énergie grise, et puis ici, vous avez en vert la valeur en équivalent CO2. Donc là, on voit que c'est une réhabilitation, c'est un exemple d'une réhabilitation, on voit qu'on a une valeur très faible. Donc ça aussi, on le constate tout le temps, mais c'est intéressant quand même de rappeler que le fait de réutiliser des structures existantes, c'est un très bon moyen d'être très performant d'un point de vue environnemental. Plutôt que démolir et reconstruire. Enfin, voilà, ça paraît évident, mais enfin, ça se confirme par le calcul. Voilà. Ici, vous voyez un petit comparatif avec un habitat social qui est fait en bois et en laine de verre. Donc, c'est pas un matériau, c'est de l'ossature bois classique, on va dire, conventionnel, mais c'est pas un matériau qui est de l'écologie hard. C'est quelque chose, voilà. Enfin, c'est de l'ossature bois assez simple. Si on fait la même chose, et puis avec des menuiseries bois. Si on fait la même chose, béton, polystyrène et fenêtre PVC, par exemple, vous voyez qu'on va passer de 440 à 1330 kWh par mètre carré habitable. Donc on multiplie par 3 la valeur. Donc là, on voit qu'effectivement, c'est pas du tout la même chose que de choisir un système constructif biosourcé que d'un système constructif, on va dire, pétro-sourcé. Voilà. Après, ici, la différence, elle est liée à des menuiseries. Ici, c'est un bâtiment qui est en ossature bois, mais avec des menuiseries en aluminium, où on est à 674 kWh par mètre carré habitable. Si on remplace ces menuiseries bois par ces menuiseries alu par des menuiseries bois, on passe à 500. Donc on divise à peu près par 25%, enfin on diminue de 25% la valeur. Donc vous voyez que là aussi, ça se joue pas forcément sur grand-chose. Bon, voilà, là je passe assez vite, mais vous voyez ici ces valeurs qui sont donc on a fait ça pour de la réhabilitation, ensuite des bâtiments techniques, du logement individuel. Donc là en gris, vous avez les valeurs d'énergie grise de ces bâtiments-là, et ici en rouge, vous avez des valeurs moyennes conventionnelles. Donc vous voyez que la différence est quand même assez importante. Pour des bâtiments techniques, on a des valeurs plutôt plus faibles que pour du logement. Pour des bâtiments techniques, il y a beaucoup de volume pour peu d'enveloppe, si on veut. Voilà, donc du coup, au mètre carré, c'est plus rentable. Ensuite, pour du logement collectif, pour des équipements, enfin, on voit qu'il y a une différence qui est de 1 à 2, voire de 1 à 3 dans le choix de bâtiments biosourcés. Vous avez le détail de tous ces bâtiments qu'on peut trouver dans ce catalogue énergie grise Isère. C'est des constructions relativement récentes, mais relativement conventionnelles aussi. Donc pour aller assez vite, là un peu un résumé des chiffres. Donc là aussi, on a calculé que l'enveloppe, on a comparé l'enveloppe, en posant comme hypothèse
que toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire que des fondations, elles sont dictées par la nature du terrain, mais dans des constructions conventionnelles, d'échapper au béton armé pour des fondations, c'est quand même assez compliqué, donc on ne compare pas. Là, c'est aussi avec l'hypothèse, je parle là en tant qu'architecte, c'est que ces calculs, on les fait au début d'une conception. C'est dans les premières esquisses qu'on va faire les grands choix constructifs et qu'on va apprécier quels sont les gros impacts et les grandes orientations qu'on va faire. Après, il y a aussi le débat sur ça, c'est-à-dire que quand on va faire un calcul d'énergie grise très détaillé au moment de la consultation des entreprises, juste avant de démarrer le chantier, il va être beaucoup plus fidèle sur les valeurs qu'on va obtenir, mais à ce moment-là, c'est difficile de changer grand-chose dans la conception du bâtiment. Donc là aussi, ça va dépendre du moment où on fait ce calcul. Nous, on trouve que c'est intéressant de le faire dès le moment de la conception, ce qui n'empêche pas de le faire après. Mais justement, ce qu'on va choisir à la conception, c'est des choix importants, comme l'enveloppe. Après, je vous dis, les enveloppe et système porteur, des questions comme les fondations ou le type de cloison intérieure, il y a moins de polyvalence. Voilà, donc si vous avez des valeurs là qui étaient, je sais pas, à 400 kWh, c'était pour l'enveloppe. Dites-vous que pour ce bâtiment-là, sur une valeur totale, on va être à 800, le double. La construction bois, en moyenne, pour la réhabilitation, on est entre 350 et 400 kWh par mètre carré, toujours des mètres carrés habitables. Et de la construction neuve, on est 250 à 600, ou pour du logement très performant, RT 2012, 500 en moyenne. Vous voyez que là aussi, les fourchettes se croisent. Si on est dans la construction conventionnelle, c'est de 150 à 1100, donc on est bien à peu près dans un rapport de 1 à 2 en moyenne. Donc le fait de faire des choix de construction bois, si après en plus on va avoir des menuiseries bois, des isolants à base végétale, là on va plutôt être sur la partie basse de la fourchette. Si on est juste avec l'ossature bois, on est sur la partie haute. Bon, vous voyez que les variations sont quand même pas négligeables, hein, de 450 à 600, ça fait 25%. Donc voilà, ça laisse cette amplitude. Voilà, donc l'intérêt de tous ces calculs, c'est que ça permet justement de sortir d'une vision un peu poétique de ce qu'est l'éco-construction, hein, où on peut quantifier les choses et les comparer de manière objective. Justement, la question qui était de savoir, bon, en biosourcé, on verra par ailleurs, mais en matériaux écologiques, à partir du moment où on va se mettre à quantifier les choses, on va voir que c'est pas forcément ce qu'on peut croire. Si on compare par exemple un béton avec un aluminium, ben on voit que le béton, il a une énergie grise qui est un peu plus importante que du bois, mais qui reste quand même relativement faible. Et pour aller aussi très vite, puis pour lancer peut-être des points de débat, on voit que généralement les problèmes, ils sont surtout dans le second œuvre, assez peu sur le gros œuvre. Les matériaux qui ont l'énergie grise la plus élevée, c'est presque tout le temps des matériaux de second œuvre, qui sont aussi des matériaux très transformés, des matériaux qui sont complexes, qui sont des systèmes, qui sont des assemblages. On verra tout à l'heure que ça pose aussi des questions avec des indicateurs comme sous l'intensité sociale, du savoir-faire, etc.